Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux à notre table ronde « Aïe, j'ai mal au travail ». Table ronde que nous pourrions aussi appeler désirée. En effet, elle aurait dû avoir lieu il y a déjà plus de 2 ans et demi, le 7 avril 2020 exactement. Tout cela à cause d'un petit virus qui nous pourrit la vie et qui a reporté cette table ronde à plusieurs reprises. Mais c'est sans compter notre détermination et notre envie de vous rassembler tous ensemble pour partager un temps fort sur la qualité de vie sur la qualité de vie dans nos différentes collectivités ou entreprises. Nous sommes donc très heureux de votre présence aujourd'hui. Je remercie la ville du Chambon-Feugerolles de nous accueillir dans cette belle salle de la Forge, témoin d'un passé industriel important. Et je laisse maintenant la parole à Monsieur Michel Rochette, deuxième adjoint de la ville. Madame Mandon, merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs, au Chambon-Feugerolles. Je vous présente les excuses de notre maire, David Farah, qui ne pouvait être présent avec nous, retenu par d'autres obligations professionnelles. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle de la Forge, comme il a été dit par Madame Mandon, une ancienne usine, métallurgie, laminoir, chaudronnerie. Elle est devenue une salle polyvalente, salle des fêtes pour nos concerts et appréciée de nos associations chambonnaires. Je souhaite que cette journée soit enrichissante et constructive à travers les divers ateliers. La qualité de vie au sein d'une collectivité est un enjeu majeur et quotidien pour éviter la souffrance au travail. Le bien-être au travail permet un épanouissement professionnel qui est donc bénéfique pour la collectivité. Une bonne qualité de vie au travail évite parfois l'absentéisme. Cet après-midi, notre directrice générale des services, Evelyne Grangeon, témoignera sur cette thématique. Dans notre commune, nous avons le plaisir d'accueillir régulièrement l'UNSA depuis des années, avec comme objectif d'améliorer les conditions du travail. Nos relations ont toujours été dans la bienveillance. Bonne journée à tous. Je vous remercie pour ce mot d'accueil. Pour l'UNSA, le sujet de la qualité de vie au travail est un enjeu majeur, tant au niveau de la protection physique et psychologique des agents et des salariés, que pour la protection pénale des employeurs et pour la performance collective. Il s'agit d'une notion dont on entend de plus en plus parler dans les entreprises et les collectivités. Elle s'inscrit dans la lignée de la prévention des risques psychosociaux. Aujourd'hui, nous allons faire en sorte d'interroger cette notion. Qu'est-ce que la qualité de vie au travail? Quel périmètre recouvre-t-elle? Quel lien entre la qualité de vie au travail et qualité de vie du travail? Pouvons-nous toucher à l'organisation du travail pour réduire les risques psychosociaux, l'usure psychique et physique? Sommes-nous tous véritablement prêts à remodeler l'organisation du travail pour améliorer l'implication, la qualité de vie au travail et la performance collective? Autant de questions de fond qui ont des implications concrètes dans la vie quotidienne des collectivités, des entreprises, notamment en termes d'enjeux. À l'UNSA, nous répondons et nous répondrons toujours présents pour engager des espaces de discussion, comme par exemple au comité technique, au CHSCT, au CSE, pour le privé, afin d'échanger entre partenaires sociaux dans le seul but d'améliorer la qualité de vie au travail, pour améliorer la qualité de vie du travail. À l'UNSA, nous sommes et serons toujours à vos côtés pour écouter les agents et les salariés et les accompagner dans une démarche du mieux-être au travail. Notre but, écouter, accompagner, alerter, discuter sur les conditions de travail dans son ensemble pour préserver la santé et le travail de tous et ainsi réduire les arrêts de travail. Nous savons par exemple qu'après un burn-out, le retour à son poste est très difficile, voire impossible. Nous le savons tous,
Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux avoir une carrière sans trop d'arrêt et sans être trop détruit pour vivre bien sa retraite, sujet d'actualité très chaud chez nous à l'UNSA. Se retrouver seul en situation de détresse est une spirale infernale dans laquelle on s'enfonce inexorablement comme dans des sables mouvants. Les intervenants de la journée, que je remercie très chaleureusement de leur présence, sauront nous apporter leur éclairage sur ces sujets et alimenter nos réflexions en vue de mettre en place des actions qui nous sembleront alors pertinentes. Car chacun d'entre nous est un maillon. Avec un maillon seul, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais si chaque maillon s'assemble, alors il forme une chaîne de solidarité qui peut être fort utile pour la performance collective, pour le bien-être collectif. Tel est le but de cette journée. Croiser les différents partenaires, construire des passerelles communes pour travailler ensemble et améliorer la qualité de vie et des conditions de travail. Je remercie enfin tous mes collègues qui ont participé à l'organisation de cette journée et remercie vivement les intervenants et vous remercie tous de l'intérêt que vous portez à cette initiative. La complémentarité des profils des intervenants ne pourra qu'enrichir vos et nos réflexions et suis sûre de la qualité de cette journée. Je passe donc dès à présent la parole à Alain Rivet, modérateur de cette journée dense et marathonienne, qui va animer les différentes tables rondes. Et je voudrais aussi que vous laissiez un peu clouer le bec à votre cher ami qu'on devient très indépendant, qui s'appelle le téléphone. Donc, n'hésitez pas à lui clouer le bec jusqu'à 17h30. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci beaucoup, Corinne, pour cette introduction. Merci, monsieur le représentant de la mairie. Merci de votre présence à toutes et à tous. Ma collègue Corinne Mondon m'a demandé de venir de Nantes en tant que secrétaire de l'UL de Saint-Nazaire, d'un bout à l'autre de la Loire. Je suis donc venu jusqu'ici vous découvrir dans ce magnifique département qui compte à peu près 800 000 habitants et au Chambon-Feugerolles. Je vous avoue franchement, je ne connaissais pas le nom de cette commune qui a quand même hébergé en son sein le précurseur de la fabrication de l'acier et l'inventeur de la turbine hydraulique, si Wikipédia n'a pas raconté de bêtises. Mais bon, voilà. Donc, nous allons passer ensemble un moment de partage grâce à l'intervention de partenaires, de personnes émérites qui vont nous éclairer sur tous ces sujets. Mais avant de leur laisser la parole, je vais quand même demander à Norma Ray de la MNT de venir nous expliquer, parce que QVT, RPS, QVCT, que d'acronymes, on s'y perd. Enfin, moi qui cause pas trop bien le français, et elle va nous éclairer tous afin que nous partions avec le même niveau de connaissance sur ces différents sujets. Norma, bienvenue. On peut l'applaudir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer mon intervention par peut-être me présenter. Je m'appelle Norma Ray. Je suis référente prévention régionale pour la délégation du Sud-Est de la MNT. Et j'aimerais reprendre l'expression de Corinne Mondon sur l'aspect du maillon. Juste pour vous resituer pourquoi la référente sur la région du Sud-Est vous parle sur un organisme mutualiste, puisque les mutuelles font partie des nombreux maillons au service, notamment pour ce qui est de la MNT des collectivités territoriales, et à les accompagner, à contribuer à leurs projets de prévention et de maintien de la santé au travail des agents. Voilà pour vous resituer un petit peu le contexte. J'ai quelques minutes pour vous brosser le tableau de quelques acronymes que vous connaissez sûrement très bien et qu'on va rebalayer tous ensemble, en effet, pour avoir un niveau de base commune, comme le précisait M. Rivet. Merci. Alors, QVT, RPS, j'ai beaucoup hésité à vous parler d'abord de RPS en premier, et je voulais vous parler de qualité de vie au travail avant de commencer et me baser sur des accords nationaux interpro en date de 2013. Donc, ce n'est pas les plus récents, mais c'est la base qui me paraissait la plus intéressante de vous souligner aujourd'hui sur l'aspect de ressenti et de perception
qu'est la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, ce n'est pas quelque chose d'immuable, d'écrit dans le marbre. On est quand même sur un niveau qui peut être très lié à ce qu'on appelle les baromètres, les ressentis, que ce soit collectif ou individuel. Comme vous pouvez le lire dans la définition quand même qui est arrêtée, ça va pouvoir englober au même titre à la fois l'ambiance, la culture d'entreprise, l'intérêt du travail, mais également, et ça c'est très important, on le notera plutôt sur la fin de mon intervention, les conditions de travail, le sentiment d'implication, notamment pour l'engagement au travail, que ce soit pour des agents ou des salariés, le degré d'autonomie, la responsabilisation que j'ai au niveau de mon poste, au niveau des autres, un droit à l'erreur accordé, c'est intéressant, on pourra en revenir dessus, une reconnaissance et surtout la valorisation du travail effectué. Donc, quand on a dit tout ça, on se dit qu'on a dit beaucoup de choses et en même temps, c'est très généraliste. On y reviendra un petit peu après par rapport aux risques psychosociaux. Les RPS, pareil, un autre acronyme que vous entendez très souvent, je pense également sur les thématiques de bien-être et de santé au travail. On a plusieurs sources, on a plusieurs dates historiquement parlant où on peut dire qu'on parlait de RPS sans les nommer. Mais si on se base sur la définition ministérielle qui date de 2011, donc il y a plus d'une dizaine d'années, les risques psychosociaux, bien qu'ils ne le portent pas forcément très bien dans leur nom, sont les risques à la fois pour la santé mentale, mais aussi physique et sociale. Bien sûr, engendrés par des conditions d'emploi, des facteurs éventuellement organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental général de l'agent ou du salarié. Ça peut prêter à confusion de se dire qu'il y a un impact sur la santé physique, mais en fait non. Je m'alimentais un petit peu juste avant de vous parler de lecture, de littérature et de vidéos sur certains scientifiques qui parlaient des risques psychosociaux en lien avec le risque physique. Et il y avait une très belle métaphore que je voulais vous partager qui, pour moi, donnait du sens à cette définition. Un métier technique, mettons de couvreur-zingueur, on a quand même un risque physique important. Il y a le danger, par exemple, de chute, le danger d'écrasement, le danger d'électrification, par exemple. Donc, ce risque physique, il peut impacter finalement le risque psychologique si le sentiment d'insécurité du salarié ou de l'agent est récurrent dans son activité. Tous les matins, s'il va falloir que je monte au niveau du toit et que je ne me sens pas assez sécurisée sur ma santé physique, je vais me sentir finalement insécure, mentalement parlant. Donc, les risques psychosociaux, ça fera lien aussi avec l'intervention sur les troubles musculo-squelettiques, ne sont pas décorrélés totalement de la santé physique. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour pouvoir embarquer un employeur, pour pouvoir embarquer finalement un programme de prévention complet à destination de salariés ou d'agents. Vous la connaissez peut-être. Est-ce que vous connaissez cette marguerite des risques psychosociaux? C'est un grand classique qu'on retrouve notamment au niveau des sites internet de l'ANACT. Ça vous parle? Tout simplement pour déblayer une démarche de prévention sur les risques psychosociaux. Vous pouvez partir, alors ce n'est pas un triptyque, du coup là vous avez au moins 6 pétales pour accompagner une politique de prévention dans les murs d'une collectivité ou dans les murs d'une entreprise. Vous avez d'abord les facteurs de risque sur les risques psychosociaux. L'intensité et le temps de travail, ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte et mesurer. L'exigence émotionnelle qu'implique l'activité du salarié ou de l'agent. Le conflit de valeurs. Alors là, c'est un sujet que je trouve très intéressant parce que le conflit de valeurs, il est très propre à la personne. Donc, on est dans un cadre où il faut humaniser les relations avec l'agent ou le salarié. Sinon, le conflit de valeurs, il peut rester interne à l'agent, le mal-être grandir, et on ne prendra jamais connaissance finalement des valeurs et des positions de l'agent ou du salarié. En quatrième, le manque d'autonomie, les rapports sociaux dégradés et l'insécurité quand même de l'emploi et du travail. Donc, agir sur les risques psychosociaux, sur au moins ces 6 facteurs de risque, pour venir structurer une politique de prévention, vous allez agir in fine sur la qualité de vie au travail. Donc, les risques psychosociaux participent à la qualité de vie au travail. C'est essentiel de les aborder, mais c'est non suffisant. Vous avez des facteurs à mettre en face, finalement, de ces facteurs de risque.
on a des facteurs ressources. Et dans la marguerite, vous avez les relations au travail, le contenu, la santé, les compétences, l'égalité et le management. Alors, tout ça pour vous dire, sur l'intensité du travail, il faudra venir évaluer la complexité de la tâche, évaluer éventuellement des demandes contradictoires, les interruptions fréquentes sur un poste, le manque de temps pour effectuer correctement son travail. Donc, ça nécessite de venir barométrer, mesurer finalement qu'est-ce qu'un agent ou un salarié estime être le bon calibre pour effectuer correctement sa tâche de travail. Vous n'allez peut-être pas avoir le même retour en fonction du terrain. Après, là, c'est un travail de concertation, finalement, avec les métiers de management, les métiers de décision, d'encadrement. Pour ce qui est de l'exigence émotionnelle, alors on portera notamment attention sur les plans de prévention aux situations de tension liées au public, les métiers d'accueil, les métiers de contact et les métiers qui sont en phase avec les activités de souffrance au travail, comme les métiers de psychologue et ou d'assistante sociale, par exemple. Sur le conflit de valeurs, quand il y a des contradictions avec les convictions, avec les valeurs personnelles, le sentiment de mal faire son travail vient très rapidement. Donc là, c'est plutôt tout simplement se parler, communiquer, faire des entretiens finalement professionnels avec sa hiérarchie, avec ses agents, avec ses salariés, pour déterminer quel profil on a devant nous comme professionnel et quel profil humain et pas uniquement profil salarié ou profil agent. Le manque d'autonomie, pour ce qui est des marges de manœuvre, autonomiser les personnes, c'est les inscrire dans un parcours de compétences. Donc, d'avoir en sorte sur les structures, d'avoir de la formation continue, d'être source de propositions auprès des salariés et des agents, de monter en compétences, d'élargir le champ des activités. Pourquoi pas voilà, parler de tout ce qui est aussi de l'évaluation professionnelle, de ne pas en avoir peur, de parler aussi de l'évolution de poste, des promotions. Donc, c'est des sujets qui participent à réduire les risques psychosociaux et donc à augmenter la qualité de vie au travail. Sur les rapports sociaux dégradés, et là, on met en place du soutien social, on met en place de la concertation, du dialogue. On peut se faire aider également des instances de représentation du personnel. Donc là aussi, c'est des acteurs élémentaires, fondamentaux de la qualité de vie au travail et donc de la réduction des risques psychosociaux. Et pour terminer, en face de l'insécurité de l'emploi et du travail, tout ce qu'on va souligner, mesurer, ça va être les changements non maîtrisés de tâches, les changements de conditions de travail, les dégradations de conditions de travail, attention aux restructurations, aux incertitudes sur l'avenir de son métier, les changements politiques, la précarité de l'emploi, le statut, la conjoncture économique. Donc, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte pour évaluer, déterminer la charge de risques psychosociaux dans une collectivité ou dans une entreprise. Et pour ça, ça demande de la concertation et beaucoup d'échanges. Je regarde mon temps. Très concrètement parlé, j'avais envie de vous montrer ce petit tableau qui peut vous faire un peu plus écho à la différence entre les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. L'un n'exclut pas l'autre, comme vous le verrez bien, les risques psychosociaux, les traités, c'est perdre de la qualité de vie au travail. Sur le cadre législatif, on sera beaucoup plus dans l'incitation quand on sera dans une démarche de qualité de vie au travail et non moins, mais pas que, du moins, sur une obligation légale, pas que sur une obligation de réalisation d'un document unique, et hop, c'est réalisé, c'est traité. Sur le périmètre de la qualité de vie au travail, on est sur des approches globales et pas uniquement centrées sur la santé mentale au travail. On a un vocabulaire positif, donc on est dans une approche du bien-être, de la performance, de la compétitivité, ça c'est marqué, et on n'est pas sur un vocabulaire anxiogène. La QVT, elle voit l'amélioration des conditions de travail et de la santé au travail des agents et ou des salariés comme étant une source de développement pour l'entreprise ou pour la collectivité, non pas finalement un mal, une maladie à traiter avec juste pour origine de la souffrance au travail. Au niveau du dialogue social, dans une marge qualité de vie au travail, vous êtes plutôt sur une combinaison d'approches de cogestion avec les instances représentatives du personnel. Et donc à travailler une combinaison bien-être au travail, conditions de travail et concertation. Finalement, la qualité de vie au travail, elle se dessine plus comme un investissement, donc il faut un engagement et une conviction de l'employeur à ce que cette qualité de vie au travail ne soit pas juste une case à cocher, ne représente pas juste un coût à engendrer et uniquement à réduire l'absentéisme. On est vraiment sur une approche dynamique, positive, de préservation de la santé
et non pas de limitation des dégradations dues à la santé. C'est vraiment une approche différente. Je citerai trois petites phrases. S'inscrire dans une démarche QVT à partir de l'évaluation des risques psychosociaux, ça en fait partie. Les risques psychosociaux sont à la QVT, ce que les maladies sont à la santé. Donc, c'est bien d'éviter de tomber malade, mais c'est bien aussi de plutôt de faire promotion de la santé. La démarche de prévention des RPS, c'est une condition essentielle, notamment dans les documents uniques d'évaluation des risques. C'est une obligation réglementaire, mais c'est non suffisant. Enfin, pour terminer, quelques enjeux. Je crois que je ne dépasse pas le temps, ça va? Les enjeux, évidemment, pour les agents et les salariés, préserver leur santé et la sécurité au travail. Bien sûr, améliorer le bien-être, maintenir la motivation et la qualité du travail rendu. Pour les collectivités territoriales ou les entreprises, donc quand on se positionne du côté employeur, limiter l'absentéisme, bien entendu, limiter la désorganisation des services, réduire les tensions, répondre aux obligations légales. Mais surtout, ce que je voulais vous souligner, ça apparaît un petit peu en plus gras, un petit peu bougé au niveau de la mise en page, désolée. L'attractivité en période de recrutement, c'est vraiment un gros sujet actuellement. On a rencontré une collectivité très récemment, avant-hier, où on nous parlait même de marque employeur. Donc, vous voyez, la marque employeur, elle n'est pas uniquement sur le privé et les entreprises, elle est aussi maintenant dans la fonction publique territoriale. Et si vous tapez notre entreprise sur Internet, et ben maintenant, vous trouvez des comparateurs où les salariés, les agents, ex-salariés viennent donner des notes aux employeurs sur notamment la qualité de vie de travail, le bien-être et le bon sentiment de travail accompli. Donc, c'est vraiment un tournant et un enjeu à prendre en compte. Il ne faut pas passer à côté. Il me semble que ça semble vraiment essentiel. Fidéliser les salariés, fidéliser les agents, maintenir les postes de manière pérenne, éviter le turnover. On est bien sûr toujours avec un objectif derrière de performance, mais c'est surtout une vision d'investissement à long terme. Donc, avec le développement de postes et de temps plein dédiés à la mise en œuvre de politiques de prévention et à les faire vivre. Et je terminerai avec une dernière slide. Dans le titre, c'est marqué « Avez-vous remarqué qu'un C s'était récemment invité dans la QVT ?» Est-ce que ça vous parle, la QVCT? C'était pour vous en remettre une petite couche sur l'acronyme avant de terminer l'intervention. Nouvel accord national interpro 2020, application de 2021, et à compter du 31 mars 2022, donc de cette année, la QVT est remplacée dans le Code du travail par la QVCT. Qualité de vie et des conditions de travail. Tout ça pourquoi? Tout ça pour dire qu'en fait, on ne veut pas que des RPS ou que de la VQVT, on veut le package complet. C'est écrit, il n'y a plus normalement de difficulté à distinguer les deux. On peut très bien venir améliorer une salle de pause, mais ce n'est pas suffisant. On fera aussi une démarche réelle de prévention des risques et de promotion du bien-être au travail. J'en ai terminé pour le quart d'heure d'intervention. Merci beaucoup, Norma. On vous applaudit. Vous avez parfaitement tenu le timing et vous ne m'avez généré aucun stress. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre professionnalisme. Merci à vous. Les habitants du Chambon-Feugerolles, les chambonnaires, dit Wikipédia toujours. Alors, champ et bonheur, que des ingrédients pour le bonheur tout court. Malheureusement, on l'a vu, le travail, source de souffrance avant d'être source de développement. Et le début du Code du travail en France, c'est l'interdiction de travail pour les enfants de 8 ans. Et on le voit, depuis fort longtemps, des personnes émérites se sont préoccupées justement de l'incidence du travail sur la santé des travailleurs. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous pour nous parler des maux du travail, de leurs conséquences. Et j'appelle à cette table ronde donc Carole Charras du centre Violette Maurice. J'appelle Maud Cholet du centre de prévention. J'appelle le professeur Michel Debout, avec qui j'ai eu le plaisir déjà d'animer des ateliers à Bordeaux et à Nantes et qui a une vie trépidante dans les trains en France, décidément, et le professeur Luc Fontana. Donc, l'un et l'autre sont professeurs émérites de la médecine légale et du droit de la santé du CHU pour Michel Debout et chef de service de santé au travail au CHU de Saint-Étienne pour Luc Fontana. Merci, on les applaudit et on va leur demander de faire attention aux marches parce que la qualité de vie au travail, ça passe aussi par les escaliers.
Alors, les filles d'un côté, les hommes de l'autre, voilà, l'égalité homme-femme, la mixité est parfaitement représentée et je vous en remercie. Bonjour à toutes et à tous. Puisque vous avez évoqué mon voyage en train pour rejoindre le Chambon-Feugerolles, et j'ai plaisir à me retrouver dans cette ville, puisqu'il y a fort longtemps, j'y ai été conseiller municipal. Et le voyage en train, pourquoi je l'évoque? Parce qu'on oublie de rappeler souvent que pour travailler, il faut aller à son travail. Alors c'est vrai que maintenant, avec le télétravail, les questions sont peut-être moins insidieuses, mais donc ça pose la question aussi des transports, la qualité des transports. Je connais des travailleurs, travailleuses plutôt, qui arrivent fatigués à leur travail. Et c'est un élément dont on ne prend pas compte. Et puisque c'est une organisation syndicale qui nous invite ce matin, on devrait en tenir compte. Quand on parle de semaine de 35 heures, c'est vrai que c'est 35 heures en moyenne. Mais pour certains, à ces 35 heures, il faut ajouter 2 heures par 5, c'est-à-dire 10 heures. Et ça fait une semaine à 45 heures de temps contraint par et pour le travail. Et cet élément-là non plus, on n'en tient pas suffisamment compte de mon point de vue. J'ai connu des amis qui ont pris une retraite anticipée, non pas parce qu'ils n'aimaient plus leur travail, non pas parce qu'ils y trouvaient plus de satisfaction, mais parce que les moyens pour se rendre à leur travail étaient dans de telles conditions qu'ils avaient préféré arrêter. Alors, évidemment, vous allez me dire, bon, ouais, je ne parle pas vraiment du sujet. Alors, je vais venir au sujet. Je vais essayer d'y venir, en tout cas, en vous disant un peu pourquoi je suis là ce matin devant vous. Parce que j'ai été annoncé comme, non pas professeur de médecine du travail, le professeur de médecine du travail, il est à mes côtés, et pourra très bien développer la question. Ouais, je suis professeur simplement de médecine légale et de droit de la santé, et je suis aussi psychiatre. Alors, je ne voudrais pas que vous disant cela, vous pensiez que je vais vous parler des morts au travail. Mais je vais vous parler surtout des violences au travail. Et je vais essayer de vous dire comment on est passé progressivement des violences au travail au harcèlement, à l'épuisement et au concept de risques psychosociaux au travail, qui est, je crois, le thème qui vous préoccupe cette journée. Avant cela, je voudrais dire que la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie. Bien, la santé au travail, ce n'est pas seulement l'absence de risques psychosociaux. C'est plus que cela. Parce qu'il faut toujours rappeler que le travail, même si une chanson le disait très bien, c'est bon pour la santé. Le travail, c'est bon pour la santé psychologique, pour la santé relationnelle, pour la santé sociale des individus. Parce qu'en plus du travail, et en plus du salaire, en plus des revenus qui sont évidemment nécessaires, qui sont même a priori l'enjeu, puisqu'on travaille pour vivre, et ça depuis la condamnation biblique. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et vous savez qu'on doit ça à Ève et non pas à Adam. Et j'aime à le rappeler parce que pour une fois qu'on doit quelque chose aux femmes, disons-le quand même. Eh bien, à travers cette malédiction biblique, il y a en fait toute la
l'expression de notre humanité en tant que créative par nous-mêmes, par les humains. Cette émancipation de l'humain par rapport à la volonté divine qui l'obligeait à faire ce que voulait Dieu. Mais la femme, et donc l'homme l'a suivi, parce que vous savez, dans ces cas-là, l'homme est souvent derrière, pas devant, eh bien, est parti. Il n'a pas été chassé du paradis terrestre. Il en est parti parce qu'il a voulu vivre pour lui-même et par son travail, justement. Et donc, le travail est inhérent à notre condition humaine. Mais le travail, il faut qu'il apporte, au-delà du revenu, et aussi de la reconnaissance. Nous avons besoin d'être reconnus dans ce que nous faisons. Nous avons besoin d'être reconnus dans l'investissement que nous faisons de notre travail. Par exemple, quand justement on se lève tôt le matin pour aller travailler et qu'on revient tard des fois le soir, la reconnaissance aussi de la progression. On est meilleur 10 ans après que 10 ans avant. Il y a toute une histoire, il y a une carrière, la reconnaissance, l'appartenance. C'est important d'appartenir. Là, on vient de vous parler de la marque employeur. Mais vous savez, quand vous êtes syndicaliste, donc vous savez ça mieux que moi, quand une boîte se met en grève, moi je me souviens d'une grande grève qui avait marqué l'opinion française quand j'étais jeune. Vous voyez, ça remonte à assez vieux. Hein. Les LIP, eh bien, on parlait des LIP, on parle des contis, c'est-à-dire qu'on les assimile à la boîte où ils travaillaient lorsque justement la boîte coule. Mais il vaudrait mieux les assimiler quand elle ne coule pas, lorsqu'elle est en plein exercice. Donc ce sentiment d'appartenance est quelque chose de très fort dans le travail et dont nous avons aussi besoin. Nous avons besoin de nous sentir appartenir à un collectif humain qui dépasse notre simple personne et qui dépasse même notre famille. C'est pour ça aussi qu'on se sent appartenir à une commune. On est chambonnaire, on est stéphanois, je ne vais pas en faire la liste, hein, et on est heureux de l'être. Parfois, on en est fier. Actuellement, on ne l'est pas pour Saint-Étienne, enfin pour des raisons que je ne vais pas développer, mais c'est autre chose. Donc, vous voyez, cette appartenance qui entraîne de la fierté, et la fierté, c'est important sur la santé psychologique, se sentir fier de qui l'on est, de ce que l'on fait. Ce sont des sentiments d'appartenance et aussi le sentiment de partager. On travaille jamais seul. On ne travaille jamais seul. Même le poète, lorsqu'il écrit ses poèmes, il a besoin de quelqu'un pour les imprimer. Il a besoin de quelqu'un pour les distribuer. Donc, le travail humain nous relie aux autres. Et c'est tout cela dont on doit attendre du travail et qu'on est même en droit d'attendre du travail, d'un bon travail. Et c'est tout cela qui est percuté par les violences au travail. Et c'est quoi les violences au travail? Et pourquoi je vous en parle? Parce que justement, mon métier, ma spécialité, ça a été pendant 40 ans de rencontrer des victimes d'agression, des victimes de viol, on parle beaucoup, c'est en pleine actualité, de violences sexistes, et puis de violences au travail. Et c'est comme ça, si vous voulez, parce que j'ai eu devant moi un salarié d'une entreprise bien connue dans notre région, puisque c'est la STAS, l'entreprise, vous voyez, les transports, on est en plein dedans. Hein. J'ai commencé par la SNCF, j'en suis à la STAS maintenant. Cet employé de la STAS était venu me voir pour me dire combien il avait peur. Ils avaient peur, les conducteurs, d'aller à leur travail. Ils y allaient la boule au ventre parce qu'ils avaient peur de se faire agresser à leur travail. Et quand il m'a dépeint cette situation, il m'a évidemment surpris. Il m'a dit, vous savez, c'est au point que certains de mes collègues vont à leur travail armés. J'ai dit, mais armé, ça veut dire quoi armé? J'ai pensé qu'il voulait dire
une bombe lacrymogène ou une barre de fer pour se défendre. Il m'a dit non, avec une arme à feu. Il m'a dit, vous vous rendez compte, si des fois il sort son arme parce qu'il se sent agressé et qu'il tire dans le tas, vous imaginez que ça aurait comme conséquence. Et alors je lui ai posé la question, mais alors qu'est-ce que fait l'entreprise? Rien. L'entreprise ne faisait rien. Non seulement elle ne faisait rien, mais elle condamnait ses propres salariés au silence. Et on leur disait à ces conducteurs de tram, je ne vous parle pas d'il y a 50 ans, hein, je vous parle du début, la fin des années 90, 25 ans environ. À l'époque, c'était silence. Les violences au travail, on n'en discute pas. Et si vous n'êtes pas capable de faire régner l'ordre dans votre bus, eh bien alors, changez de métier. Vous n'êtes pas compétent. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris combien la question des violences au travail était une question importante et qu'il fallait la traiter, l'aborder. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a créé à Saint-Étienne une association qui a beaucoup développé des actions de prévention qui s'appelait Violence, Travail, Environnement. Et c'est comme ça aussi que, comme j'avais été nommé au Conseil économique et social, avant qu'il devienne Conseil économique, social et environnemental, j'avais fait un premier rapport sur les violences au travail et qu'ensuite j'ai fait le second rapport sur le harcèlement moral au travail qui a débouché sur la loi qui réprime les auteurs de harcèlement et qui parle aussi de harcèlement institutionnel. Parce que le harcèlement au travail, ce n'est pas seulement le fait d'individus pervers, narcissiques, comme on le dit trop souvent, c'est aussi le fait d'une organisation du travail. Et ce qui s'est passé à France Télécom il y a une quinzaine d'années, il y a eu un retentissement national, comme vous le savez, avec le procès. D'ailleurs, j'ai témoigné au procès. J'ai expliqué quelle avait été la démarche du Conseil économique et social quand on a fait ce texte pour définir ce qu'était le harcèlement moral au travail et pour proposer des sanctions, mais aussi pour insister sur la prévention. Les entreprises doivent, non pas elles peuvent, mais elles doivent prévenir le harcèlement moral au travail. Elles doivent prévenir les situations de risques psychosociaux. Elles doivent prévenir le burn-out. Elles doivent prévenir les situations de surstress au travail. Et c'est pour ça, et j'en terminerai par là, alors que les entreprises doivent prévenir eh bien, les effets psychologiques et même sur la santé globale des salariés qui sont victimes de harcèlement, qui sont victimes de burn-out, qui sont victimes de situations de surstress ou de violence discriminatoires, sexistes. Tous ces salariés-là qui sont donc malades du fait du travail, eh bien, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas pris en charge comme maladie professionnelle. Et il est grand temps, et j'espère que cette réunion d'aujourd'hui va le proposer, que soient reconnus tous les salariés et tous les travailleurs qui souffrent, encore une fois, de harcèlement moral et des conséquences du harcèlement moral, qui souffrent de burn-out, qui souffrent de violence au travail, soient reconnus en maladie professionnelle, parce que, enfin, c'est comme ça qu'on obligera vraiment les entreprises à développer la prévention. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour ce témoignage riche et émouvant. Passons maintenant la parole à professeur Luc Fontana. Bonjour. Bonjour à tous. La première diapo, s'il vous plaît. Donc, je me présente aussi. Je suis donc Luc Fontana. Je suis responsable du service de santé au travail du CHU de Saint-Étienne. Et donc, je suis enseignant en médecine et santé au travail. Donc, c'est la spécialité pour les médecins. Alors, je suis parti sur une définition. Alors, elle rejoint la définition de Madame Ray qui est intervenue précédemment. Donc, je la lis. Ça fait un petit peu scolaire, je suis désolé, mais je reprends en détail quelques éléments. C'est pour définir donc les risques psychosociaux, et c'est une définition qui est admise par tous, hein,
et qui apporte au moins des mots sur une situation qu'on avait du mal à expliquer ou à cerner, notamment au début des années 2000 et fin des années 90. Donc, les risques psychosociaux au travail sont les risques pour la santé mentale, donc ça a été rappelé tout à l'heure, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental d'un travailleur. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais reprendre ces termes-là. Donc, cette définition évoque un mécanisme, en fait. Le mécanisme, donc, il évoque une interaction avec la situation de travail et le fonctionnement mental d'un individu. Dans cette définition, il faut faire attention à ne pas l'interpréter comme étant en disant que finalement, il y a un facteur individuel à chaque fois, et que finalement, c'est peut-être la faute aussi du travailleur, de la personne en situation de travail. D'accord ? Ça a pu être un peu interprété comme ça pour certains. Très schématiquement, on disait finalement le travailleur est trop fragile ou il n'est pas résistant à la situation de travail. Alors, effectivement, nous, on observe donc, dans les consultations de pathologie professionnelle que l'on fait avec M. Debout, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui parfois sont plus vulnérables à des situations de travail. C'est une vulnérabilité de personnes qui sont exposées aux mêmes risques psychosociaux. Les deux personnes vont réagir différemment. Ça, c'est vrai. C'est vrai que même une même personne a pu accepter des situations de travail dans le passé qu'elle n'accepte plus récemment parce que, tout simplement, comme tout le monde, elle a peut-être vieilli, elle a des problèmes de santé, elle a des problèmes personnels. Donc, ce qui fait que cette personne-là est plus vulnérable à cette situation de travail. Mais ça ne dédouane pas du tout les conditions et la situation de travail qui est délétère. On est bien d'accord. Donc, effectivement, avant tout, il faut agir sur cette situation de travail. Diapositive suivante. Donc, les risques psychosociaux, Madame Ray aussi l'a évoqué précédemment. J'ai mis quelques exemples. Hein, ce n'est pas exhaustif, bien sûr, ma diapositive. Je repris aussi les termes qu'on retrouvait dans les définitions des NRS, notamment. Donc, on a bien compris la quantité de travail, la surcharge de travail ressentie aussi. Ça, c'est une première chose. En particulier, les gens qui amènent du travail chez eux. Donc, on le voit depuis peu, notamment avec le télétravail, où les gens ont du mal à déconnecter avec le travail, tout simplement. Ils ont leurs heures de travail, et puis en fait, le soir, ils ont toujours des sollicitations par mail, par SMS, en dehors des heures de travail. Les exigences émotionnelles, M. Debout en a parlé, les situations de violence, tous les métiers en relation avec le public. Donc, je pense au milieu de soins, bien sûr, mais aussi M. Debout en a parlé aussi, les chauffeurs de bus, les trams, etc., les policiers, notamment. Donc, ce sont des métiers qui sont exigeants sur le plan émotionnel, des métiers de soins, bien sûr, avec la confrontation avec la maladie, avec la mort. L'aspect aussi le manque d'autonomie dans le travail, avec souvent soit lié à une mauvaise organisation de travail, mais aussi une pression temporelle aussi, l'exigence de production dans certaines situations. On observe aussi, alors vous êtes peut-être mieux placé que moi pour l'observer, hein, les rapports sociaux au travail qui sont dégradés. Alors, c'est dégradé des fois sur le plan, on va dire, interne à une entreprise. Bien sûr, il y a des violences internes, donc des relations entre les salariés notamment, les relations entre le salarié et sa hiérarchie. Nous, on l'observe en milieu hospitalier aussi, c'est une réalité. Et puis, tous les faits qui sont des délits, bien sûr, les faits de harcèlement moral et sexuel. Madame Bray a évoqué aussi la dimension des conflits de valeurs aussi, et des problèmes éthiques et la perte de sens du travail. On l'a vu récemment, ça a été un peu révélé par l'épidémie de Covid. On a vu notamment dans des EHPAD, des aides-soignantes qui ne reconnaissaient plus le métier qu'elles avaient choisi au précédent parce que finalement, il y avait, ça a été, je l'ai dit, accentué par la période Covid, mais on leur demandait de faire par exemple une toilette en 7 minutes. Et finalement,
le choix aussi de ce métier-là, c'est aussi le côté relationnel avec les résidents. Et cet aspect relationnel n'existait plus, était complètement effacé par une obligation de tenir les temps, de tenir le temps pour faire une toilette, parce qu'il y avait moins de personnel, parce que l'organisation était mauvaise, etc. Donc ça, on retrouve un petit peu ces problématiques et c'est ce conflit de valeurs. Une personne a choisi un métier, et finalement, le métier qu'elle a choisi ne correspond plus à ce qui l'a motivé pour choisir ce métier. Et enfin, donc là aussi, ça a été évoqué précédemment, tout ce qui est travail précaire, horaire atypique aussi. Vous le savez aussi mieux que moi, vous savez, des personnes qui travaillent 2 heures, 2-3 heures le matin et qui ensuite doivent revenir vers 4-5 heures sur le lieu de travail. Donc, elles n'ont pas le temps de revenir chez elles. Donc, pendant 2-3 heures, elles restent dans la voiture. Voilà, ce sont des situations qui sont des facteurs de stress aussi, des facteurs de risque pour la santé. Donc, les effets sur la santé, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se pourra faire l'objet de nos échanges après les interventions. Principalement, quand on parle d'altération de la santé au travail, de la santé mentale, pardon, donc je reprends bien, hein, d'accord, il y a des facteurs de risque, il y a l'individu au milieu qui est exposé à ces facteurs de risque, et cet individu peut avoir des effets sur sa santé, des effets délétères. Donc, sur les aspects de santé mentale, on va avoir différents tableaux. Alors, c'est très difficile finalement de les distinguer de façon, j'allais dire, mathématique. Mais on peut distinguer parfois ce qu'on appelle les états de stress chroniques. Ce sont des personnes qui vont être, souvent les soins l'expriment de cette façon-là, et je suis stressé, avec des situations de surcharge de travail en particulier qui entraînent certains symptômes. Ensuite, vous avez un tableau parfois de troubles de stress post-traumatique qu'on va retrouver même en milieu de travail. C'est souvent, ces tableaux-là, on les retrouve quand les gens ont un accident de voiture, par exemple, ou un accident traumatique. Ils vont développer des symptômes mentaux dans la suite de cet accident. Et on peut avoir des situations de travail qui entraînent aussi ces troubles de stress post-traumatique, soit parce qu'ils ont vécu un état une agression, par exemple, mais verbale dans une réunion, et finalement, ils développent ces symptômes au décours de cette réunion. Ensuite, vous avez des tableaux de troubles d'anxiété généralisés. Et enfin, vous avez des tableaux mentaux qui sont un peu plus marqués, comme des troubles dépressifs, des épisodes dépressifs majeurs, donc ce qu'on appelle une dépression, tout simplement. Et enfin, donc, il y a ce qu'on appelle l'épuisement professionnel ou le burn-out, qui a été un peu plus développé depuis quelques années, parce que même si c'est connu depuis des années, mais effectivement, on en parle de plus en plus. Alors, effectivement, là, la grosse difficulté, c'était de distinguer ce qu'on appelait l'épuisement professionnel et un trouble dépressif. L'épuisement professionnel, ça veut dire que les gens expriment un épuisement psychique, mais aussi un épuisement physique, en fait. Voilà. Et après, il y a d'autres symptômes que l'on peut retrouver. La grosse différence entre les troubles dépressifs, c'est que l'épuisement professionnel, les personnes admettent que quand ils ne sont pas au travail, lorsqu'ils sont à distance du travail, leur état de santé s'améliore. Le trouble dépressif, malgré tout, c'est un effet ressenti par la personne qui est quand même malgré tout qui peut concerner aussi, qui concerne pas une tristesse, un trouble de l'humeur en fait, qui sont plus constants dans le temps. En pratique, la prise en charge de ces épisodes dépressifs ou les épisodes de burn-out, en fait, c'est souvent la même prise en charge sur le plan du traitement médicamenteux, un soutien psychologique notamment. Voilà, il y a une prise en charge qui est assez commune malgré tout, mais c'est vrai qu'on peut éventuellement distinguer une dépression d'un épuisement professionnel, ce d'autant plus que cet épuisement professionnel est de plus en plus étudié et de plus en mieux défini. Voilà très schématiquement les tableaux qu'on va rencontrer en problème de santé mentale. Alors, à côté de la santé mentale, il y a aussi des effets sur la santé physique. Alors, c'est quelque chose d'admis
et qui a été démontré par de nombreuses études, en fait. On sait qu'un état de stress chronique, va favoriser des troubles musculo-squelettiques, donc une autre pathologie professionnelle, c'est-à-dire qu'il va favoriser des cervicalgies, de mal au dos, de lombalgie, de tendinopathie. Alors, ce n'est pas le facteur essentiel. On est d'accord que les troubles musculo-squelettiques sont liés à des facteurs mécaniques, mais on s'aperçoit aussi que souvent est associé, ces personnes-là sont aussi exposées à des facteurs de risque professionnels, psychosociaux. Une autre étude a démontré aussi que les gens qui étaient stressés au travail avaient un risque supplémentaire d'être victimes d'un accident cardiovasculaire, que ce soit un AVC ou un infarctus du myocarde. Et enfin, ce qui a été démontré aussi, c'est que les facteurs de risque psychosociaux et donc maintenant l'état de stress peut augmenter le risque d'accident du travail ou de trajet, notamment. Et enfin, sur la santé sociale, bon, ça a été évoqué tout à l'heure aussi. Donc voilà, donc il faut bien retenir qu'il y a effectivement des effets sur la santé mentale, ça c'est une chose, mais il faut savoir aussi que ces risques psychosociaux vont favoriser aussi un effet délétère sur la santé physique, alors même si ce n'est pas le facteur essentiel pour le développement de ces maladies, mais c'est un facteur qui va contribuer à augmenter la fréquence de ces symptômes. Alors, les questions qui se posent, c'est de savoir comment on peut faire reconnaître finalement les situations d'altération de l'état de santé à cause du travail. Comme l'a évoqué M. Debout, ce n'est peut-être pas toujours facile non plus de permettre d'obtenir cette reconnaissance. Il y a plusieurs pistes, entre guillemets. La première solution, c'est de déclarer un accident du travail. Donc, je vous rappelle qu'il y a une définition de l'accident du travail. C'est reconnu lorsqu'il résulte d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, entraînant une lésion physique ou mentale. Donc, le salarié, qu'il travaille dans le secteur public ou privé, a tout à fait le droit de déclarer un accident du travail s'il estime qu'il est victime de faits ou d'événements qui ont altéré son état de santé, et en particulier son état de santé mentale. Donc, ce qui veut dire qu'il faut des faits, mais ici, il faut qu'il y ait des lésions constatées par un médecin. D'accord ? Diapositive suivante. Donc, ce qui veut dire qu'en pratique, le salarié doit pouvoir attester de faits précis dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il apporte des témoignages, des témoignages, qu'il apporte des documents, ça peut être des mails, des courriers, pour montrer qu'il y a eu des faits qui ont pu altérer son état de santé. Il faut bien sûr définir ces faits. Alors, ça soit un événement traumatique majeur ou vécu comme traumatisant, donc ça peut être une agression physique ou verbale au travail, que ce soit de la part du public, mais aussi d'un collègue ou de sa hiérarchie. On voit ça aussi. Soit des faits récurrents qui ont été prouvés. Alors, ça peut être aussi toujours des violences, mais ça peut être aussi des termes humiliants, des agissements humiliants envers le salarié, des menaces, des calomnies, des faits de harcèlement tels qu'ils sont définis par la loi. Donc voilà, donc c'est toute cette dimension qu'il est important que la victime, supposée victime de l'accident du travail, apporte comme élément pour que son accident du travail soit reconnu. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ce sont des faits, mais aussi ce sont des lésions. Donc, ces lésions, il faut qu'un médecin constate ces lésions et les retranscrive dans un certificat médical initial qui va remettre donc ce certificat à la victime. Voilà. Et à partir du moment où il y a ces deux éléments, la victime, donc le salarié victime, pourra faire une déclaration d'accident du travail. Pour la maladie professionnelle, les principes sont un petit peu voisins. Tout d'abord, on va distinguer le secteur privé, donc toutes les entreprises privées. Là aussi, c'est le même principe. Il faut que la victime puisse démontrer un certain nombre de faits qui sont survenus dans son activité professionnelle. Et bien sûr, il faut qu'il y ait une confirmation que ces faits ont entraîné une altération de son état de santé, donc des lésions. Donc, c'est pareil aussi, il faut, dans les deux cas, que
j'ai mis un médecin de travail, mais c'est un médecin traitant, la victime obtienne donc un certificat médical de la part d'un médecin qui va constater les lésions chez cette personne. Et à partir de là, il va donc faire sa déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, d'abord à l'employeur, puis ensuite à la caisse d'assurance maladie. Donc, c'est parce que c'est tout. Alors, la maladie professionnelle, c'est des fois un peu plus complexe pour cette maladie professionnelle parce que souvent dans ce registre de souffrance au travail au sens large, comme l'a souligné M. Debout, il n'existe pas de tableau de maladie professionnelle. Donc, ça demande, la plupart de ces dossiers sont traités par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est un système complémentaire de reconnaissance à côté des tableaux. Et ce comité va donc statuer sur le lien direct et essentiel entre les faits évoqués et la maladie qui a été constatée par le médecin traitant. Et il faut savoir que l'accès à ce comité, il y a un accès un petit peu restrictif puisque seuls les dossiers qui sont susceptibles d'entraîner un taux d'incapacité permanente au-dessus de 25% sont traités. D'accord ? Il y a un filtre déjà pour que le comité traite ces dossiers. Et ensuite, le comité ne reconnaît pas systématiquement, toujours, ces maladies professionnelles. Donc, un taux d'IPP à plus de 25%, ça implique une anxiété généralisée. Ça implique aussi une dépression sévère, d'accord ? Donc, ça te demande des tableaux cliniques assez marqués, avec un traitement parfois lourd, pour que le dossier soit traité et abordé. Donc, c'est vraiment un lien direct et essentiel que le comité doit déterminer avant que la reconnaissance soit abordée. Donc, comprenez bien qu'il y a un certain nombre de freins qui sont évoqués. Depuis quelques années, ces comités peuvent aussi accueillir un psychiatre pour aussi essayer de favoriser aussi ces formes de reconnaissance de maladies professionnelles. Mais en pratique, il n'y a pas des psychiatres dans tous les comités. Donc, il y a malgré tout des difficultés pour obtenir une reconnaissance en maladie professionnelle pour le domaine de la souffrance au travail. Le secteur public, là, ça apparaît un peu plus ouvert, entre guillemets, mais en réalité, ce n'est pas toujours plus ouvert non plus. Là, pour le coup, il n'y a pas de tableau, puisqu'il n'y a pas de tableau aussi en secteur privé. Et l'agent de la fonction publique va donc déclarer sa maladie contractée en service à son employeur. Et là aussi, il faut qu'il soit accompagné d'un certificat médical. En général, parfois c'est un peu variable selon les fonctions publiques, les établissements, mais en général, il y a toujours une enquête administrative pour au moins que l'administration se positionne sur les faits évoqués par l'agent. Et ils peuvent aussi déterminer s'ils estiment qu'il y a un lien direct et essentiel entre les faits évoqués par l'agent et les lésions qu'il présente. Et ensuite, il y a toute une démarche pour expertiser ce dossier, on va dire. Donc, souvent, il y a un médecin agréé, donc une expertise médicale dans un premier temps. Le médecin de travail peut aussi se prononcer sur la situation. Et enfin, donc, anciennement, c'était la commission de réforme. Donc, maintenant, dorénavant, il y a un conseil médical en formation plénière qui va se réunir, qui va déterminer donc le lien direct et essentiel entre les faits évoqués par le salarié, donc l'agent, et la maladie constatée. Et vous savez aussi que donc au final, c'est toujours l'employeur qui décide. Donc voilà. Donc même si moi j'ai eu quelques exemples dans un établissement hospitalier, ou même le médecin agréé, l'ex-commission de réforme statuait pour le lien entre les faits évoqués et l'altération de l'état de santé, donc parler de maladie professionnelle, maladie imputable au service, et au final, l'employeur ne reconnaissait pas la maladie. Voilà. Donc, c'est un petit peu notre façon de freiner un petit peu la déclaration et la reconnaissance surtout de ces pathologies. On va continuer. Donc, la question qui était posée aussi, c'était évoquer tous les recours potentiels pour un salarié, quel qu'il soit, privé ou public.
Alors là aussi, j'ai essayé d'être peut-être un peu trop schématique, je suis désolé, mais tout d'abord, il y a parce que je suis médecin du travail aussi, c'est pour ça. Il y a les premiers recours, le recours médical, c'est bien sûr le médecin du travail et le service de santé au travail. Donc normalement, vous avez toutes les entreprises, tous les secteurs publics ont un médecin du travail. Alors il y a quelques particularités. On voit depuis quelques années des entreprises qui n'ont plus de médecin du travail parce qu'elles n'adhèrent pas à un service interentreprise. Donc, on a des salariés qui travaillent dans une entreprise sans avoir eu de visite médicale à l'embauche, sans avoir aucun suivi par un service de santé au travail. On voit que de temps en temps, alors parfois c'est par négligence, des fois parce que l'employeur ne souhaite pas faire cette dépense-là, même alors qu'elle est obligatoire, on est bien d'accord. Donc voilà, on a quelques surprises parfois dans le secteur privé. Et comme vous le savez, dans le secteur public, il y a aussi des services de santé au travail, mais ça dépend beaucoup de la fonction publique considérée. Donc la fonction publique hospitalière, là, on a des services de santé au travail, on va dire, organisés, même si on recherche des médecins du travail. La fonction publique territoriale aussi, je me tourne vers le docteur Chollet, donc là aussi, il y a bien sûr des services organisés. La fonction publique d'État, c'est un peu plus aléatoire, si j'ose dire, parce qu'on va parler de médecine de prévention. Et là, il n'y a pas toujours un médecin dit de prévention. Je parle au secteur policier, aux enseignants, etc. Voilà, c'est un peu plus compliqué sur l'organisation de ces services de prévention. Donc, le rôle du médecin du travail, avant tout, il y a deux niveaux. Il y a l'échelle individuelle, bien sûr, c'est prendre en charge un salarié qui va voir son médecin du travail, qui va dire j'ai des difficultés au travail. Donc, ça, c'est le premier élément. Ce médecin du travail, il va devoir essayer de diagnostiquer, faire un premier diagnostic sur l'altération de la santé du salarié. Et à ce moment-là, il va pouvoir décider de l'orienter vers son médecin traitant, déjà pour une prise en charge thérapeutique, et définir l'aptitude au travail s'il estime que l'état de santé du salarié ne lui permet pas d'occuper son poste de travail. Et à partir de là, le médecin du travail peut aussi faire des propositions pour essayer d'améliorer les conditions de travail autour de ce salarié pour lui permettre de reprendre son emploi. Ça, c'est une première chose. Et à terme, de lui permettre de conserver son emploi dans le temps. L'échelle collective, je dirais qu'il y a un mot d'ordre, c'est de prévenir ces situations. Donc, l'objectif du médecin du travail, c'est de dépister au mieux les salariés en difficulté. Tous les salariés ne vont pas toujours voir leur médecin du travail ou ne connaissent pas finalement le rôle du médecin du travail, ne souhaitent pas y aller ou ils ont peur, etc. Donc, c'est important d'avoir ce dépistage un peu collectif pour justement repérer les salariés en difficulté, mais aussi apporter une forme de diagnostic, une photographie à un instant T. Moi, on va essayer de développer ça, par exemple, au niveau du CHU, dire simplement dans tel service du CHU, sur 10 salariés, 10 agents, il y en a 2 qui sont dans les maladies, il y en a 2 qui sont traités par, enfin, j'exagère, mais il y en a 2 qui prennent des médicaments pour dormir. Voilà, c'est aussi une forme de diagnostic pour informer l'employeur en disant attention, dans ce service-là, il y a des difficultés. Voilà. On peut aussi aller un peu plus loin dans l'analyse des difficultés, mais dans un premier temps, déjà constater sur le plan médical à l'échelle collective ce qui se passe dans un salarié, dans un atelier ou autre. Donc voilà, c'est aussi le rôle du médecin du travail de pouvoir apporter ces informations plus collectives. Bien sûr, c'est d'agir sur les situations de travail à risque. Là aussi, mais ça, il ne le fait pas seul, puisqu'il y a d'autres intervenants qui peuvent agir, comme les ergonomes, les psychologues, etc. Et enfin, d'informer sur les risques psychosociaux dans une entreprise, dans un milieu de travail. Donc là, le médecin du travail est tout à fait bien placé pour informer la hiérarchie, pour informer les collègues de travail, pour informer l'employeur. Ça peut être sous forme d'information, de réunion. Voilà, c'est un rôle aussi essentiel pour le médecin du travail de prévenir ces risques psychosociaux. Les recours médicaux aussi, il y a bien sûr votre médecin traitant, ça c'est évident. Ne serait-ce que pour le médecin traitant va diagnostiquer un problème de santé,
va bien sûr prendre en charge l'altération de l'état de santé. Il va permettre aussi de définir si son patient, il faut qu'il l'oriente vers un psychiatre selon l'état de santé, de la gravité de l'état de santé. Donc, le psychiatre lui va peut-être confirmer le diagnostic, va peut-être adapter le traitement à l'état de santé du patient et va aussi assurer parfois un suivi nécessaire pour ce patient. Toujours dans ces recours médicaux, le médecin traitant va pouvoir aussi orienter vers un psychologue, ne serait-ce que pour compléter le traitement médicamenteux. Et en particulier, quand c'est des psychologues du travail, ça permet aussi d'aborder ces difficultés au travail. Donc, c'est un élément complémentaire essentiel dans beaucoup de situations. D'accord ? Et ça peut permettre aussi d'un suivi de ces patients, indépendamment du traitement médicamenteux, de suivre ces patients. Là aussi, nous, on a pas mal de médecins traitants qui nous envoient aussi leurs patients à la consultation de pathologie professionnelle du CHU, donc pour avoir souvent un avis complémentaire sur la situation de travail. Donc, ce sont des consultations que je fais avec M. Debout. Donc voilà, c'est aussi un complément pour aborder ces situations-là. Et enfin, donc, le médecin traitant peut être aussi le médecin qui va rédiger un certificat médical initial dont j'ai parlé tout à l'heure, ou éventuellement faire une déclaration d'accident de travail et de maladie professionnelle. Donc voilà, un deuxième recours essentiel pour le médecin traitant. Alors, ce qui est particulier, c'est que les patients qui vont parfois consulter leur médecin traitant ne vont pas dire d'emblée qu'ils sont en difficulté au travail. Ils vont parfois le consulter parce qu'ils ont un peu mal au dos, ils ont mal au cou, ou alors parce qu'à l'occasion, ils amènent leurs enfants, puis ils disent aussi, moi, je ne suis pas très bien aussi. Voilà, tout l'enjeu, c'est que le médecin traitant repère, maintenant la plupart des médecins traitants arrivent assez facilement à le repérer, mais arrivent à repérer les difficultés que ressent son patient au travail. Voilà, tout l'enjeu est là. Et bien souvent, c'est de façon indirecte que le patient va consulter son médecin traitant pour un motif qui peut être associé aux risques psychosociaux, mais qui n'est pas toujours franchement abordé. Diapositive suivante. Alors, les recours au sein du lieu de travail, là, je vais vous apprendre. Comme l'a évoqué M. Debout, il y a l'employeur avant tout, d'accord ? Parce qu'il y a une forme de responsabilité de l'employeur, d'accord ? Donc, c'est pareil, essentiel, et c'est rappelé dans le Code du travail, notamment. Voilà, et puis, bien sûr, vous savez encore mieux que moi, bien sûr, c'est les représentants personnels, les syndicats, le comité social et économique et les CHSCT. Voilà. Donc, ce sont des recours internes à l'entreprise. Et donc, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, je le vois dans les syndicats au CHU. Souvent, c'est parfois eux qui recueillent les premières plaintes d'un salarié, d'un agent au CHU. Et donc, ensuite, il y a toute une chaîne qui se met en place, mais ils sont parfois en première ligne pour recueillir les plaintes des agents. Et ensuite, tous les recours hors du lieu de travail, là aussi, vous les connaissez, l'inspection du travail. Les syndicats, mais c'est-à-dire, je vois que c'est à la bourse, il y a des syndicats où j'ai beaucoup de salariés que l'on voit en consultation qui vont aussi demander un conseil auprès des syndicats de façon extérieure, ne serait-ce pour en avoir un avis juridique sur leur démarche. Vous avez bien sûr le conseil des prud'hommes. Il y a aussi une personne importante, aussi c'est l'assistance sociale de la CARSAT, en fait. C'est une assistance sociale qui peut être jointe dans les caisses d'assurance maladie, qui peut apporter aussi un certain nombre d'informations sur l'aspect social de ces situations. Et enfin, il y a les salariés qui prennent conseil auprès d'un avocat, puisqu'il y a des situations qui nécessitent un appui sur le plan juridique. Voilà, je crois que c'était… Oui, et après, je vais terminer par ceci. Vous le savez aussi, le droit de retrait, il peut s'appliquer à partir du moment où le salarié a l'impression qu'il a un motif raisonnable pour penser que la situation de travail est délétère pour sa santé. Donc, il est en droit de se retirer de son activité professionnelle. Voilà, donc c'était un peu dense, un peu schématique, donc on aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage effectivement très riche
dont nous avons tous besoin, car je le rappelle, bien sûr, il y a la représentation du personnel, mais chaque salarié est aussi, dans la mesure de ses compétences, en responsabilité de la santé de ses collègues. Maintenant, je passe la parole donc à Carole Charras du Centre Violette Maurice. Bonjour à tous. Pas facile de prendre la parole après ces deux professeurs qui ont déjà bien planté le décor. Et puis, je me rends compte qu'entre ce que j'avais pensé présenter et les idées que j'ai eues en les écoutant, mon PowerPoint, ça ne marche plus, quoi. Comme quoi, travailler, c'est trouvailler et c'est s'adapter. Peut-être je vais commencer comme ça par dire déjà quel est le sens, qui est, pourquoi et ce qu'est le Centre Violette Maurice, puisque aujourd'hui je représente en fait le Centre Violette Maurice et du coup je représente des collègues qui sont pas là. Donc c'est moi qui parle, mais je vais parler de mes collègues. Et aussi peut-être du coup de Monsieur Debout qui était à l'initiative de cette histoire, c'est ça Michel? Avec Mathilde Montabonnel et Louis Vasquez, vous rajoutez si je me trompe. Et j'imagine qu'un jour, autour d'un verre, vous vous êtes dit, tiens, si on créait un lieu pour pouvoir accueillir les personnes qui sont en souffrance au travail. Hein. Ce mot n'a pas encore été dit ce matin. On peut dire tout ce qu'on veut, RPS, QVT, QVTC, XYVW. N'empêche que nous, ce qu'on reçoit, c'est des personnes qui sont en souffrance au travail, ou en tout cas qui vivent de la souffrance, qui sont en difficulté et qui témoignent de ça et qui ont besoin, en premier lieu, Michel parlait d'humanité, d'être accueillis, en fait, dans ce qu'ils vivent. Et ils avaient, ces trois personnes, pour souhait de recevoir des gens en situation de travail, mais aussi des personnes qui ont perdu leur travail, donc des chômeurs. Puisqu'on ne l'a pas dit aussi ce matin, aussi un peu, mais le travail développe notre santé, a priori parce qu'il contient des promesses, Michel en parlait. Quand on le perd, c'est quand même un des moments où on est le plus à risque dans notre vie de connaître des difficultés et y compris de connaître des impacts sur sa santé. Et en plus, quand on perd notre emploi, on perd à peu près tous les acteurs de soins de prévention, plus de médecins de travail. Tout le monde va nous demander quand est-ce qu'on trouve un boulot, alors que voilà. Et en plus, aujourd'hui, je dirais de manière très empirique et de ce qu'on observe au Centre Violette Maurice, on reçoit de plus en plus de personnes qui sont parties en rupture conventionnelle, dans une situation pourrie, en fait, qui ont plié comme ça. Ils arrivent, ils doivent chercher un travail et ils n'ont même pas encore vraiment compris. Ils savent juste qu'ils sont sortis d'une situation dans laquelle ils étaient très en difficulté, mais finalement, ils n'ont pas pu encore poser les valises de ce qui s'était passé. Ils savent plus vrai. Souvent, ils ont peur de retourner au travail parce qu'ils ont peur que ça recommence. Donc, on est aussi dans cet interstice-là avant de pouvoir même se projeter et imaginer retourner en emploi. Le Centre Violette Maurice s'appelle Violette Maurice. Ça aussi, ça a été choisi en collectif, puisque peut-être certains connaissent ce nom. C'est le nom d'une Stéphanoise qui a été résistante, qui a été déportée, qui est revenue de déportation, comme vous l'imaginez, transformée. En tout cas, on peut en faire l'hypothèse. Qui a écrit des poèmes, vous pouvez lire, et qui, à la sortie des camps, a été quelqu'un, là aussi, Michel Debout pourrait en témoigner, je pense, d'extrêmement investi dans la vie sociale et qui défendait la justice sur plein de champs. Donc, quand on s'est posé la question de, tiens, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Alors, on voulait une femme, on voulait une stéphanoise, puisque la consultation a été créée en 2016. C'est la première fois qu'un lieu était créé comme ça à Saint-Étienne. Et on voulait que soit porté derrière ce nom l'humanité qu'on a besoin de retrouver, puisque quand on est en difficulté au travail et que souvent c'est de déshumanisation en fait, dont on entend parler, et puis de solidarité et de justice, puisque c'est ça aussi qu'on entend dans les histoires de travail. Donc on a choisi ce nom. C'est un collectif essentiellement bénévole, donc on a peu de permanence, on fait comme on peut. Qui est composé de psychologues du travail, de sociologues du travail, j'en suis, de syndicalistes retraités qui donnent des premiers conseils juridiques, et puis d'un médecin du travail qui est maintenant à la retraite, puisque je dirais avec la présentation de Monsieur Fontana, voilà, à la fois on comprend bien que vivre une situation c'est une chose, comprendre ce qui est en train d'arriver, comprendre les effets que ça a sur nous, puis après essayer de faire reconnaître ce qui s'est passé, ça va être parfois un
un vrai combat. Et du coup, ça prend une écoute particulière et l'ensemble de ses compétences. Donc, on est plusieurs pour le faire. Voilà. Déjà, voilà, dans mon PowerPoint, c'était ça à la fin de mes slides. Donc, j'ai déjà commencé par présenter le décor. Je ne sais pas si après vont être transmis les PowerPoints, mais il y a le nom du centre Violette Maurice à l'intérieur et les coordonnées si jamais vous vouliez le conseiller à quelqu'un. On est dans cet interstice-là où on accueille des personnes pour essayer de comprendre avec eux ce qu'il se passe. Déjà, ça c'est fait. Merci. Est-ce que vous pouvez juste aller à la slide d'avant? Merci. Voilà. Peut-être aussi sur mon temps de présentation, c'était un message qui nous semble important. Madame Mondon en a parlé ce matin. Elle a parlé de qualité de vie au travail et elle a dit qualité du travail. Voilà. Donc, au milieu des risques psychosociaux et de la QVT, et donc bientôt demain de la QVCT, si j'ai tout compris, en fait, les gens vont nous parler de leur travail. En fait, on peut se mettre d'accord sur ce postulat. Tout le monde a envie de bien travailler. Tout le monde a envie de faire du bon travail. Et nous sommes tous des êtres vulnérables. On a hérité d'une histoire sociale, d'une histoire familiale, d'une certaine trajectoire. On a tous des forces et on a tous des limites. Hein. Le monde aujourd'hui est en train de nous faire croire qu'on n'en a pas, mais en fait, on en a tous. Notre planète, comme les êtres humains au travail. À travers l'histoire du travail, il y a eu multiples transformations des organisations du travail et on est encore en train de se transformer. Et j'ai mis exprès ces deux photos un peu provoques pour dire en fait, les gens quand ils arrivent, ils nous parlent de ça. Qu'est-ce qui fait que pendant 20 ans, on a été content de son boulot et qu'en quelques années, les choses se dégradent. Ils nous parlent de cette photo où là, vous allez voir plein de noms écrits en anglais, parce que aussi on parle de plus en plus que dans cette 9 langues. Et c'est plein de mots qui ne se lisent pas. Et en fait, ils vont nous raconter à quel point ils ont l'impression que leur travail a changé. C'est-à-dire que maintenant, ils travaillent pour quelqu'un d'autre. Parfois, ils travaillent pour leur chef. Parfois, ils travaillent pour un tableau de bord. Parfois, ils travaillent pour… Bref, en gros, les gens nous racontent qu'ils passent plus de temps à rendre compte de leur travail qu'à travailler. Ce qui pose un problème pour le travailleur, ce qui en pose aussi pour la qualité du travail qui sort, ce qui en pose aussi pour nous quand on est client ou utilisateur de certains services. Hein, on se rend bien compte qu'il y a une partie du boulot qui est ailleurs, en fait. Et puis, ils vous racontent parfois qu'ils ont le sentiment, d'où cette… vous n'avez pas besoin de votre cerveau pour travailler chez nous. En fait, ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, en fait, on va juste leur demander de faire ce qu'il y a à faire et de ne plus devoir réfléchir à leur travail. Ça, sur plusieurs mois et plusieurs années, plus un collectif qui se dégrade dans lequel on ne peut plus jamais parler du travail. Je pense que M. Fontana et M. Debout seront d'accord avec moi. À coup sûr, ça donne une histoire pour une personne qui va peut-être petit à petit connaître des problèmes de santé. Le travail va se dégrader, le collectif va se dégrader, la performance ne sera pas au rendez-vous. On connaît presque la fin de ce qui va se passer si aucune autre ressource se met en route lorsque le travail se dégrade. Donc, ce qu'on défend, et on le défend au Centre Violette Maurice aussi, c'est-à-dire vous pouvez faire des RPS, vous pouvez faire de la QVT, n'empêche que tant qu'on ne s'intéresse pas au travail des personnes, qu'on ne se remet pas à travailler et à chercher et à trouvailler ensemble, alors on peut être sûr que les choses se dégradent. Merci. Voilà. Ça a été dit ce matin, donc vous avez déjà eu plusieurs causes qui ont été nommées. Les conséquences, M. Fontana en a parlé, donc je ne vais pas me répéter. Cette distinction entre troubles et risques psychosociaux. Pourquoi? Parce qu'on entend souvent les gens qui arrivent soit en disant je suis stressé, je suis harcelé, je suis en épuisement professionnel. Donc, ils sont en train de nommer à la fois des conséquences que ça leur fait vivre et à la fois des causes. Hein. Donc, souvent, c'est le soin de soins. Donc, faire cette différence entre les facteurs des risques psychosociaux, ils ont été donnés par tous les intervenants qui sont passés avant moi, donc je ne vais pas me répéter, et les troubles psychosociaux. Les facteurs psychosociaux, ce sont toutes les situations à risque que l'on retrouve dans l'entreprise. En fait, on parle d'organisation du travail et des relations au travail. Et les troubles psychosociaux, ce sont les conséquences qu'il y a sur les personnes. Quand on reçoit une personne, et peut-être vous allez recevoir des collègues ou entendre des collègues parler, ou dans vos positions de, je ne sais pas qui, il y a peut-être des encadrants, des gens qui sont syndiqués, qui reçoivent des personnes, enfin bref. Quand on reçoit quelqu'un, elle a besoin d'entendre les choses, les deux choses.
à la fois l'histoire du travail, c'est-à-dire de relier les modifications et les transformations qu'il y a eu dans son travail pour faire le lien avec les effets que ça a eu sur sa santé. Elle a besoin de comprendre en fait ce qui s'est passé. Pour comprendre ce qui s'est passé, à la fois on écoute le travail et ses transformations, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, les modifications de protocoles, de procédures, de collègues qui sont partis, d'encadrants, voilà, de nouvelles normes de travailler, de silences qui se sont petit à petit installés dans le groupe, dans le collectif et qui n'ont plus pu être parlés. On entend ce travail en quoi il a transformé et on fait les liens avec les effets que petit à petit la personne a ressentis sur la santé. Quand on agit sur les causes, on agit sur le travail. Et donc là, ce sont les acteurs du travail qui vont venir s'occuper des facteurs de risque psychosociaux. Quand on accompagne les personnes dans les troubles psychosociaux, on va plutôt trouver la compétence médico-sociale et juridique. Et une personne, elle a besoin des deux choses. Elle a besoin à la fois d'être entendue et accompagnée dans les conséquences. Et on a aussi besoin d'agir sur le travail pour éviter que ça recommence pour elle et puis aussi pour les autres personnes qui sont dans le collectif. Pardon. Ouais, on l'a déjà dit ici. Et puis, cette échelle de prévention, faire cette différence-là, vous allez repérer où est le centre Violette Maurice. Quand on essaye d'agir sur la question du travail, on essaye d'agir sur la source, donc les causes. Donc là, c'est toutes les discussions qu'il y a sur l'organisation du travail et le travail. On essaye d'agir sur la possibilité d'aider les personnes à mieux faire leur travail. On les forme, on développe leurs compétences, on essaye de faire des réunions si possible, de parler du travail à l'intérieur, d'essayer de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on peut faire autrement. Et puis, quand les conséquences c'est là et qu'on ne peut pas faire autrement, on essaye de réparer la santé des personnes. Le centre Violette Maurice est à cet endroit-là. Voilà. On essaye du coup d'aider les personnes à retourner au travail. On sait que plus un arrêt est long, plus ce sera difficile de retourner au travail. Donc, c'est important d'être vite pris en charge et de ne pas errer trop longtemps sans mettre du sens sur ce qui s'est passé. Donc, on est à cette première chaîne qui est, on espérait au début, quand la santé au travail, on a commencé à en parler, tout le monde voulait agir sur les causes. Je dirais, je vais finir par une note un peu de désespoir, mais 20 ans plus tard, on en parle toujours. Ça a beau changer de nom, n'empêche qu'on est toujours là pour les mêmes raisons. Et les consultations de souffrance au travail ne cessent de grandir. On est à 180 en France aujourd'hui. Donc, manifestement, il y a un truc qui ne se passe pas. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, quand même, gardons espoir, puisque au-delà de voir que nous avons un traitement du corps, on prend aussi en compte la tête, et ça, c'est extrêmement rassurant. Le professeur Michel Debout nous parlait tout à l'heure de France Télécom, et je disais que nous sommes tous co-responsables face parfois à des réalités. Les opérateurs d'aujourd'hui ont un travail phénoménal de passage de la fibre. Ce passage de la fibre, ils le confient à des sous-traitants, qui ces mêmes sous-traitants font appel à des auto-entrepreneurs qui sortent complètement du spectre justement de prévention au travail. Alors, prévention au travail, voilà, la transition est toute trouvée pour Maud Cholet, qui est médecin du travail au centre de gestion de la Loire. Bonjour à tous. Donc, il me revient la tâche délicate de terminer cette table ronde dans un délai imparti. Je vous fais confiance, Monsieur Rivet, pour m'alerter si je dépasse mon temps. Donc, le but de cette table ronde est d'évoquer la question des impacts psychologiques du travail. Les médecins du travail, comme les services de santé au travail, sont liés à cette problématique et j'aimerais pouvoir vous montrer un petit peu le rôle des services de santé au travail et l'organisation de ces services dans la Loire. Dans le public, 65% de fonctionnaires, 35% relevant du secteur privé, d'après ce que Madame Mondon nous a dit ce matin. L'organisation, M. Fontana l'avait évoqué tout à l'heure, je l'évoquerai que très brièvement, est la suivante. Le secteur privé est régi par certains services de santé au travail. Dans le sud du département, le SLST. Dans le nord du département, le STLN, auquel le service du BTP vient d'être intégré, je crois qu'on peut le dire comme ça. La mutualité sociale agricole pour le milieu agricole et des services de santé
des services autonomes. Certaines grosses entreprises stéphanoises, enfin ligériennes, embauchent leurs propres médecins du travail. Donc ça, c'est l'organisation dans le privé. Dans le public, 3 fonctions publiques, Monsieur Fontana l'a dit également, avec des services de santé intégrés au département de la Loire, intégrés à la ville de Saint-Étienne et à Saint-Étienne Métropole. Pour ma part, Maude Cholet, je suis un des 3 médecins du travail du centre de gestion qui gère la question des fonctionnaires territoriaux et au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de 2 infirmières, 2 préventeurs et d'autres partenaires, travailleurs sociaux, psychologues du travail, et que j'esquisserai un peu plus tard. Dans la fonction publique hospitalière, M. Fontana l'a précisé tout à l'heure, et fonction publique d'État, le rectorat a un médecin du travail, me disait M. Fontana, a priori basé sur Lyon. Et à la préfecture, nous avons une de nos collègues qui bossait avec nous avant, qui est médecin du travail à la préfecture. Le rôle des médecins du travail et des services de santé au travail est un rôle délicat parce c'est un rôle un peu d'équilibriste dans la mesure où nous sommes à l'interface des agents et des salariés que nous rencontrons et des employeurs. Nous devons d'être les conseillers des salariés, agents, également les conseillers des employeurs, avec cette question vraiment primordiale que nous revendiquons et qui est parfois difficile à maintenir, mais c'est notre rôle, c'est celui du respect du secret médical. Nous avons une double action, une action individuelle. Donc, nous recevons en visite médicale et en entretien infirmier, ce que l'on appelle maintenant dans le privé comme dans le public des VIP, visites d'information et de prévention. Nous recevons des agents, des salariés dans le cadre de visites médicales régulières, ce que l'on appelait il y a fort longtemps la visite annuelle, qui n'est plus du tout annuelle, à la fois parce que la réglementation s'est adaptée probablement à la pénurie de main-d'œuvre et également parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Bref, en tout cas, je crois que je suis tellement stupéfaite par le fait qu'avant, on arrivait à avoir une évaluation d'un groupe parce qu'on voyait quand même régulièrement les salariés, les agents. Et maintenant, cette évaluation globale que nous avions, de par la pénurie de main-d'œuvre et de par la réglementation, on a plus ce regard un peu global qu'on pouvait avoir dans le passé. Donc, nous avons d'autres moyens. Les moyens, c'est que nous avons une concertation entre les médecins du travail et les infirmières du travail. Quand on observe qu'on a reçu plusieurs salariés, plusieurs agents d'un même service, d'un même atelier, on peut avoir cette alerte-là de se dire « mais que se passe-t-il » On a aussi comme moyen que les salariés comme les agents, privés comme publics, donc, ont la possibilité de demander des visites médicales auprès du médecin du travail, sans dire à leur employeur le motif de leur demande. Et ils nous l'exposent à nous en sachant que si nous avons un certain nombre de visites médicales à la demande de l'agent, à la demande du salarié, c'est aussi une façon pour nous d'avoir ce regard-là. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cabinet médical, loin de l'entreprise, loin de la structure publique et que cette vision globale, elle n'est pas possible, elle n'est vraiment plus possible actuellement. Le but du médecin du travail, c'est en effet de recueillir, vous l'avez dit précédemment, les mots évoqués par les patients, aussi bien sur ce qu'ils vivent que ce qui a généré leur situation au travail. Donc, nous avons la possibilité, bien entendu, et M. Fontana l'a précisé, d'orienter vers le médecin traitant. Ce qu'attend de nous l'employeur quand l'agent est en poste ou quand le salarié est en poste, c'est d'évoquer la question de l'aptitude et de déterminer si l'état de santé est compatible avec la tenue du poste de travail. Elle peut l'être, donc nous remettons une fiche médicale de visite, ou elle peut donner lieu à la rédaction d'une fiche d'inaptitude temporaire. Quand l'état de santé, au cours de la visite médicale, quand il apparaît que cet état de santé ne permet plus le travail, eh bien, l'inaptitude temporaire
incite le patient à rencontrer son médecin traitant qui va faire un arrêt de travail. Le médecin du travail ne peut pas faire d'arrêt de travail. Nous avons, alors quand je dis nous, c'est les médecins du travail, aussi les infirmières du travail. Et là, je vous parlerai un peu plus de ce que je connais au sein de notre service. Mais par exemple, l'orientation vers la psychologue du travail. Donc, nous avons une convention avec ST Dialectica, qui est une structure de psychologues du travail. Et donc, Carole Charras est une des psychologues du travail vers qui nous pouvons orienter nos agents. Et cette possibilité d'orientation existe dans les services de santé au travail du privé, aussi bien SLST, STLN. Ils ont la possibilité, ils ont probablement, enfin, avec certitude, des conventions avec des psychologues du travail du territoire. Nous avons aussi comme possibilité d'action d'orienter les patients vers, ça c'est vraiment, je vous parlerai de l'expérience du CDG 42. Nous avons une cellule maintien dans l'emploi, mais il existe son pendant dans le privé. Et donc, quand au fur et à mesure des visites médicales des agents que nous rencontrons, parfois la question du maintien dans la collectivité se pose. Et quand on se pose cette question, c'est que des fois on y a un petit peu répondu en se disant que manifestement la santé et ou l'organisation du travail ne permettront plus à terme le maintien au poste de travail. Et ensuite, à partir du moment où on s'est dit ça, on a différentes pistes. Certains agents vont partir vers un arrêt maladie qui peut être long, voire, selon les circonstances, aboutir à la retraite pour invalidité. Dans certains cas, selon l'âge, selon énormément de critères, la question du changement d'employeur peut se poser et nous avons la possibilité d'accompagner ces agents vers un changement de collectivité, en sachant que nous n'avons pas de baguette magique et que notre cellule maintien dans l'emploi, à l'intérieur de cette cellule, nous avons un conseiller emploi qui va recevoir ces agents pour évoquer avec eux la suite de leur parcours professionnel dans une autre collectivité ou dans le privé d'ailleurs, mais c'est vraiment le patient, agent, qui est au centre de la démarche. Nous aidons, nous répondons à certaines questions, mais la clé est vraiment détenue, le pouvoir d'agir est détenu par ce patient qui, on peut l'imaginer, on peut l'espérer, sera soutenu médicalement par le médecin traitant, par le psychologue du travail, par le psychiatre, le psychologue, le médecin du travail, soutenu techniquement par notre conseillère emploi ou par d'autres ressources. Les syndicats en sont une, mais c'est lui qui garde cette liberté d'agir. Je ne l'ai pas précisé sur le slide, mais effectivement, la question de l'accident du travail et de la maladie professionnelle est évoquée au cours de ces visites médicales. L'accident du travail, parfois, on a des agents qui sont en accident du travail, mais il faut pour cela qu'il y ait eu un fait générateur évident, flagrant, qui parfois a fait que le patient a quitté son lieu de travail, est allé voir le médecin traitant et se fait une réunion, un événement remarquable, fait que certains troubles, enfin certaines conséquences psychiques peuvent être reconnues en accident du travail. Je suis d'accord avec M. Fontana sur le fait de dire que la maladie professionnelle est rarement reconnue. Pour une raison majeure, on peut avoir un certificat médical qui objective une dégradation de la santé psychique. On peut avoir des faits, mais deux obstacles. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle sur les troubles psychiques. Et donc, pour que la maladie soit reconnue par ce qu'on appelait avant la commission de réforme et maintenant le conseil médical en formation plénière, pour faire plus simple, eh bien, il faut, là encore, comme dans le privé, que l'IPP prévisible, c'est-à-dire les séquelles prévisibles de cette maladie, soit supérieure à 25%. Ce sont souvent des troubles qui sont, ça veut dire des conséquences importantes. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième, et vous l'avez dit, M. Fontana, c'est que l'employeur, il n'a pas l'obligation, même si le conseil médical en formation plénière reconnaît le lien entre le travail et la santé, l'employeur n'a pas l'obligation de la reconnaître. Donc, ce qui fait qu'on a, en termes de chiffres, très, très peu de maladies professionnelles reconnues
en lien avec la souffrance psychique. À l'échelle collective, le médecin du travail et le service de santé au travail ont différentes missions. Effectivement, informer sur les risques psychosociaux. J'aimerais tellement qu'on puisse informer en amont, faire de la vraie prévention primaire, mais force est de constater qu'on ne fait pas de prévention primaire, parfois pas de prévention secondaire, des fois on est juste sur la prévention tertiaire, et c'était quand même pas notre but initial, mais malheureusement c'est notre quotidien actuellement. Nous avons un rôle d'alerte dans le privé comme dans le public nous avons un rôle d'alerte auprès de l'employeur. Alors, le rôle d'alerte, c'est-à-dire que si, par exemple, on voyait tout un atelier, tout un service, toute une structure, et qu'on se rend compte que, sans préjuger des facteurs qui ont été à l'origine de la dégradation de la santé, si on se rend compte qu'il y a une dégradation de la santé de plusieurs salariés, agents, le rôle, la responsabilité du médecin du travail, c'est d'alerter en faisant potentiellement, soit en rencontrant l'employeur, soit en lui écrivant. J'avoue que si on part d'emblée sur écrire, ça passe mal. Donc, des fois, on essaye de commencer à évoquer oralement la difficulté que l'on rencontre. Nous, notre place de médecin, ce n'est pas on ne sait pas ce qui se passe dans l'entreprise, on ne sait pas ce qui se passe dans la structure, dans la collectivité. On peut juste dire à l'employeur, on a vu des agents, on a vu des salariés, il y a une dégradation de leur santé psychique. Et ça, c'est une information que l'on donne collective et bien entendu pas nominative. Et votre responsabilité en tant qu'employeur, c'est d'explorer les conditions de travail et l'organisation du travail de manière à pouvoir évaluer où est la difficulté pour que vos salariés agents retrouvent une qualité de travail et donc une amélioration de leur santé. Le rôle après de l'employeur, c'est de dire qu'est-ce que je fais à partir de cette lettre-là. Il peut nous demander des pistes, qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous, il n'y a pas que nous, mais je vous parle de ce que font les services de santé au travail, on peut donner des pistes, mais on n'est pas dans l'entreprise, ni dans la collectivité. Donc souvent, les employeurs peuvent faire appel à des entreprises extérieures pour faire un diagnostic et ensuite déterminer un plan d'action pour remédier aux difficultés. Encore faut-il, pour que l'employeur fasse ça, qu'il ait conscience de la difficulté, qu'il ait l'envie ou qu'il ait le mandat ou qu'il ait les bonnes personnes ressources. Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses, mais en tout cas, nous, notre rôle en tant que service de santé au travail, c'est d'alerter. Et au sein du centre de gestion, nous avons deux types d'actions différentes également. Nous avons la possibilité, quand nous rencontrons des agents dont la santé psychique est dégradée en lien avec une organisation de travail qui est dysfonctionnante, nous avons une convention également avec ST Dialectica et une psychologue du travail d'ST Dialectica rencontre le collectif de travail sous forme souvent d'entretien individuel et avec une réunion au début, une réunion à la fin pour évoquer les facteurs qui sont à l'origine de la dégradation, pour que dans ces petits collectifs, on puisse avoir une amélioration de l'organisation et donc de la santé. Deuxième possibilité d'action pour nous, nous avons mis en place il y a 2 ans environ une évaluation collective. Enfin, nous proposons à certaines collectivités ou qui sont des collectivités qui sont demandeurs l'évaluation de leurs risques psychosociaux. Et donc, nous n'avons pas inventé l'eau chaude ni froide, puisque nous nous sommes basés sur le document INRS que vous voyez sur le slide. Alors, c'est un document qui s'adresse au secteur privé. Nous l'avons adapté pour le secteur public. Certains critères ne se retrouvent pas en dehors même du mot salarié qui devient agent pour nous. Et le but, c'est d'identifier les facteurs de risque psychosociaux par unité de travail dans une structure donnée, dans une collectivité donnée. La clé de notre évaluation, c'est qu'il ne faut pas que le collectif de travail soit trop dégradé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas quand il y a le feu. Ce n'est pas le but. Notre but, c'est d'évaluer les risques psychosociaux, les facteurs de risque psychosociaux dans une situation à peu près calme. Alors, il y a toujours des situations compliquées. Dans une collectivité, on peut avoir un service qui est compliqué, mais il ne faut pas que ce soit trop dégradé.
Et ensuite, l'évaluation se fait sur la base de questionnaires qui portent sur les facteurs de risque psychosociaux qui ont déjà été évoqués un peu plus tôt, les 6 familles de facteurs de risque. Cette évaluation se fait par un binôme. Alors, au départ, effectivement, il faut qu'il y ait une demande de la collectivité. Il faut que nous ayons la possibilité de répondre. Notre cœur de métier, c'est faire des visites médicales, des entretiens infirmiers. Et les infirmières, comme les préventeurs, ont d'autres missions. Donc, on n'a pas la possibilité de répondre à toutes les sollicitations. Et on valide au préalable le fait que le collectif ne soit pas trop dégradé. Ensuite, il y a une formalisation de la démarche, comme dans tout groupe projet, un comité de pilotage. Quand il y a un CHSCT, une présentation en CHSCT. L'animation donc se fait de manière conjointe par une infirmière, qui n'est en général pas l'infirmière de la collectivité, et un préventeur qui est souvent pas le préventeur de la collectivité. C'est un peu plus compliqué. Je regarde Céline Vizier, qui est au premier rang et qui pourra éventuellement répondre à certaines de vos questions sur l'organisation pratique de ces ateliers. Donc, des groupes de travail homogènes sont constitués, policiers municipaux, ATSEM, périscolaire, cantine, et les réunions de travail donc, sont animées par ce binôme, 2 à 3 heures. Des questions sont posées selon le rapport GOLAC et selon le document de l'INRS à ces groupes de salariés qui vont évaluer le facteur de risque, mais également faire des propositions d'amélioration. Le document, enfin tous ces questionnaires, tous ces entretiens, toutes ces réunions font l'objet d'une synthèse qui est anonymisée et ensuite c'est présenté par le binôme et souvent en présence du médecin du travail de la collectivité, au comité de pilotage, au CHSCT. J'allais oublier une chose, c'est qu'il faut absolument donc la collectivité soit partante et qu'elle informe ses agents du fait que ce travail est mené, puisque le but c'est d'améliorer et l'agent, il est au cœur de l'agent ou le groupe d'agents est au cœur du dispositif. Merci de conclure, Aude, s'il vous plaît. Merci. Eh bien voilà, regardez. Formidable. Et ensuite, le rôle de l'employeur, et là, ça dépasse notre champ d'action. Le rôle de l'employeur, c'est d'intégrer, enfin, de prendre connaissance de de toutes les pistes, de toutes les propositions qui ont été faites par les agents et cadrées par le binôme infirmière-préventeur. Et ensuite, de déterminer un plan d'action, de retenir ou pas certaines des propositions faites par les agents, et ensuite d'intégrer ces risques psychosociaux dans leur document unique. Je ne sais plus s'il y en a une après. Eh bien non. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Maud Chollet. Alors, nous avons des personnes formidables autour de nous pour nous accompagner face à cette réalité des risques psychosociaux au travail, qu'ils soient publics ou privés. Et nous avons fait le choix pour l'animation de cette table ronde de nourrir de façon importante le personnel, les agents, mais aussi les représentants du personnel, car on peut le voir, les représentants du personnel ont aussi une action importante de sollicitation, de rencontre, de dialogue avec les structures médicales diverses et variées. Aussi, nous avons fait, et ça peut paraître frustrant, le choix de ne pas vous donner la possibilité de poser des questions par micro à ces tables rondes du fait du nombre des intervenants. Néanmoins, soucieux de votre qualité de vie, nous vous proposons une pause pendant laquelle vous pourrez vous retrouver avec les personnes émérites qui sont venues ici et que je vous demande d'applaudir encore. Merci beaucoup pour votre présence. Et je vous invite à une pause et nous reprenons d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Voilà.